Ah, Bonjour tout le monde. Donc là, on a dit, est-ce que vous pouvez manifester, s'il vous plaît? C'est juste pour voir est-ce que c'est bien démarré, est-ce que vous nous voyez? Bah parfait. Bah génial, parfait. Donc du coup, bonjour tout le monde. Je suis Ali Darabadou, je suis le fondateur d'Alform. Dans ce premier webinaire en live, on reçoit en fait Hamza Kondar, qui est notre expert de sécurité. Pendant ce webinaire, en fait, il va nous apprendre à mettre en place une compagnie de phishing. En fait, je m'entends. Hamza, en fait, tu es sur haut-parleur parce que je m'entends et tout ça environ. Non, 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 du tout. Non. Ah, il y a beaucoup d'écho, effectivement. Il y a de l'écho parce que. Ah oui, oui, donc tout le monde dit qu'il y a Ok, attends. écho énorme. Ok. On va tester. Toujours avec de l'écho. Ah oui, donc donne-moi juste une seconde. Non, c'est pas grave. Voilà. Ça doit être bon. Il y a toujours de l'écho. Voilà. Et là, je pense que ça doit être bon. Ça vous arrive à m'entendre bien cette fois? Est-ce que tu peux arrêter ton micro de Skype, s'il te plaît? C'est fait. Génial, parfait. Moins d'écho, je sais pas. Et là, donc, je pense qu'il y a. Ah, non, non, non. Non, il y a toujours de l'écho. Je ne sais pas comment gérer ça. Ouais. Et maintenant? Il y a toujours de l'écho? Je pense que là, vous allez réussir à bien nous entendre. Et de ton côté? Il y a toujours de l'écho? Bonjour à tous. Donc du coup, bonjour à tous dans ce live aujourd'hui.
où l'on va pouvoir donc tout simplement traiter le sujet de la mise en place de campagnes de phishing. Donc là, ça ne sera pas un talk purement théorique ou un talk purement pratique, mais ça sera un petit peu des deux. Donc du coup, on verra vraiment beaucoup d'éléments assez intéressants. Donc on va pouvoir découvrir donc, notamment la partie kill chain ainsi que d'autres notions extrêmement importantes, sans oublier bien sûr la partie pratique. Donc du coup, avant de commencer ce webinaire, je partagerai avec vous rapidement une petite citation que j'aime beaucoup et qui reflète exactement l'état du cyberespace donc, dans lequel on évolue chaque jour aujourd'hui. Ce dernier, où Sun Tzu nous parle donc, tout simplement au niveau de son livre L'Art de la guerre, donc, qui a été écrit quand même 450 ans avant Jésus-Christ. Qui connaît l'autre et se connaît lui-même peut livrer 100 batailles sans jamais être en péril. Qui ne connaît pas l'autre mais se connaît lui-même pour chaque victoire connaîtra une défaite. Et qui ne connaît ni l'autre ni lui-même perdra inéluctablement toutes les batailles. Vous l'aurez compris, on est obligé aujourd'hui de savoir ou de pouvoir identifier les différentes techniques d'attaque, mais aussi les différents points de défense dont on dispose pour pouvoir se protéger comme il faut. Donc du coup, pour cette présentation, on va donc passer par un ensemble d'éléments, mais tout d'abord, une petite présentation de mon côté. Donc je me nomme Hamza Konda, je suis MVP en sécurité des entreprises, consultant et formateur en cybersécurité. J'aime beaucoup le partage, comme vous l'aurez compris, et je vous invite bien sûr à me contacter pour toute question concernant ce webinaire à la fin donc, de ce dernier. Donc de toute façon, on va pouvoir discuter de vos questions à la fin de ce dernier. Sinon, vous pouvez m'envoyer un mail sur hamza@alform.com. Du coup, au niveau de ce webinaire, nous allons pouvoir donc découvrir un ensemble d'éléments. Notamment, on va commencer par une petite introduction. On va pouvoir aussi voir ou découvrir la définition et les objectifs du phishing. Nous découvrirons quelques-unes de ces techniques. Nous discuterons aussi des campagnes de phishing, de la kill chain. Nous verrons par la suite l'outil GoPhish et nous finirons par un lab où nous allons pouvoir ensemble déployer notre petit outil, donc GoPhish, et sans oublier qu'on va pouvoir découvrir aussi un ensemble d'outils complémentaires à ce dernier, donc notamment Lure qui va nous permettre de pouvoir récupérer un ensemble de listes de contacts qu'on va pouvoir donc exploiter dans notre approche de phishing. Ça servira surtout si vous êtes dans des contextes de pentest, orientés surtout red teaming ou bien globalement, si vous êtes en train de monter des campagnes de phishing. Nous allons donc pouvoir commencer. Donc il faut savoir, comme on a pu le découvrir depuis le début, que l'être humain est le maillon faible de la chaîne de sécurité de n'importe quel organisme, quel qu'il soit. Donc l'être humain étant donc tout simplement le premier vecteur d'attaque exploitable au niveau d'un organisme. Et en tant qu'être social, nous sommes tous vulnérables. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, nous serons donc dans l'incapacité de pouvoir donc réagir correctement à une situation. C'est ce qui est d'ailleurs défini dans le livre de Kevin Mitnick, donc L'Art de la supercherie, d'ailleurs qui parle de différentes techniques d'exploitation de la vulnérabilité humaine. Et donc face à ces attaques, et notamment face aux attaques de type phishing, qui consistent notamment à créer de fausses pages afin de pouvoir récupérer soit des identifiants, des données confidentielles ou même nous aider à la propagation d'applications malveillantes, il est impératif donc de sensibiliser des utilisateurs ou les utilisateurs au danger donc de communication des données sensibles et surtout aujourd'hui et en vue de l'évolution des exploits et des techniques qui sont de plus en plus sophistiquées, donc bien sûr les techniques d'attaque entre parenthèses, on est dans l'obligation de pouvoir prendre toutes ces mesures, donc tout simplement en sensibilisant les différents utilisateurs au danger du phishing. Et bien sûr, il n'y a pas mieux que la mise en place d'une campagne de phishing afin d'évaluer les risques réels donc, au sein des différents organismes. Parce que c'est ce qui va nous donner globalement une réalité ou une vision de la réalité de l'état de sensibilisation des collaborateurs. Donc c'est un petit peu comme du pentest si vous préférez. Et donc du coup,
c'est ce qui va nous donner ou nous refléter la réalité à la place, donc tout simplement de nous baser sur des données ou tout simplement sur globalement une approche assez light d'analyse au sein de l'organisme. Donc sans oublier que ce dernier est également le premier vecteur, c'est-à-dire le phishing, de contamination d'une cyber ou des cybermenaces ou d'une des cybermenaces les plus dangereuses qui sont les ransomware. Il s'est aussi exploité par des groupes beaucoup plus structurés, donc qui adoptent une approche beaucoup plus sophistiquée, notamment ce qu'on appelle les groupes APT, les Advanced Persistent Threats, qu'on va traiter par la suite. Il faut savoir que l'importance de la mise en place d'une campagne de phishing, donc ça va être vraiment quelque chose de primordial. Pourquoi? Parce que simuler encore une fois une campagne de phishing va nous permettre de déterminer le risque d'exposition réelle au niveau de notre organisme. Et par la suite, on va pouvoir, donc par rapport à une première approche, sensibiliser nos collaborateurs de manière efficace. Ça sera principalement basé donc tout simplement sur différents objectifs, comme la sensibilisation donc, aux mails frauduleux, la validation aussi des bonnes pratiques de l'entreprise face au phishing. Ça va nous permettre aussi de connaître l'attitude donc, de nos collaborateurs face à des emails non légitimes, donc les invitant à saisir des identifiants ou à cliquer sur des liens. Donc aujourd'hui, ce n'est pas juste l'exposition d'informations confidentielles qui compte, mais on se retrouve vraiment dans des cas où même le clic ou la navigation sur un lien piégé va représenter un risque. Donc on regarde notamment dernièrement les différents exploits en zero click ou d'autres types d'exploitation comme avec des shells XSS et ainsi de suite qu'on peut retrouver sur des pages. Donc ce qui peut représenter un immense risque. Sans oublier d'assurer que nos accès entreprises ne soient pas révélés à la première page de phishing reçu. C'est donc une approche extrêmement importante et obligatoire qui doit être exploitée aujourd'hui. Du coup, les principaux objectifs du phishing vont être principalement de sensibiliser les utilisateurs, de se protéger contre les futures attaques, d'identifier les maillons faibles humains entre parenthèses au niveau d'un organisme afin de pouvoir les sensibiliser par la suite et même découvrir des surfaces d'attaque, donc un petit peu plus, disons, ou des surfaces d'attaque qu'on n'a pas ou qu'on a pu négliger autrement puisqu'on va pouvoir aussi exploiter le phishing pour pouvoir s'introduire au sein des organismes, toujours bien sûr dans un contexte de hacking éthique. Bien sûr, il n'existe pas qu'une approche de phishing donc simple qu'on retrouve généralement avec un envoi de mail basique, avec un mail avec une page donc piégée. Globalement, vous voyez un grand nombre ou une panoplie de mails et ainsi de suite. Et par la suite, on va attendre donc tout simplement les différents résultats de ce phishing. Non, donc ça peut être vraiment beaucoup plus structuré, notamment donc via ce qu'on va appeler du spear phishing. Donc le spear phishing, c'est exactement comme du phishing, mais ça va être beaucoup plus ciblé. C'est-à-dire que là, on n'a pas un travail à l'arrache, où un groupe a pu envoyer un ensemble de mails à plusieurs utilisateurs en même temps et va attendre donc les différents résultats, mais on sera beaucoup plus dans une attaque ciblée. Et en fait, c'est ça ce qui est très intéressant au niveau de ce spear phishing, puisque derrière, il y a un très grand travail de préparation et de structuration et d'analyse qui va pouvoir être effectué. Et par la suite, on va pouvoir donc envoyer ces emails piégés, que ce soit avec des mails proprement de phishing. Ça peut être aussi donc tout simplement du delivering ou de l'envoi donc de binaires piégés. Ça peut être des trojans, ça peut être des ransomware, ça peut être tout type de malware globalement. Donc par la suite, l'attaquant n'a qu'à attendre tout simplement que la compromission puisse être effectuée, puisque l'utilisateur, ou à un moment ou à un autre, si notre préparation a bien été effectuée, un des utilisateurs va pouvoir cliquer à un instant T. Et par la suite, on peut avoir soit la récolte d'informations confidentielles, ou comme on peut le voir au niveau de l'image suivante, une extraction, une infection du réseau interne de l'entreprise, et par la suite, l'extraction ou l'exfiltration
d'informations confidentielles qui va être récupérée par des groupes de hackers qui sont assez structurés et qui vont pouvoir donc tout simplement soit sévir dans votre entreprise, récupérer des informations confidentielles au fur et à mesure et ainsi de suite. Bien sûr, ce type de groupe représente donc tout simplement des groupes qui vont pouvoir donc utiliser des techniques qui sont très très sophistiquées. Donc ces groupes, on les nomme des groupes APT entre parenthèses. Pourquoi donc APT? APT, c'est pour Advanced Persistent Threat, donc ou menaces persistantes avancées. Donc aujourd'hui, les hackers ne vont pas juste chercher à pouvoir infecter un réseau ou à détruire un réseau, ou ne vont pas aller chercher à récolter des informations confidentielles spécifiquement. Ce groupe d'attaquants va beaucoup plus s'orienter vers l'infection au niveau des réseaux informatiques et par la suite, ils vont pouvoir exfiltrer des informations. Donc l'objectif n'est pas de détruire, l'objectif n'est pas de pouvoir donc, tout simplement récolter des infos comme des adresses email, des mots de passe, donc des infos confidentielles de premier ordre, mais plutôt de pouvoir persister dans le temps au sein d'un système d'information et par la suite extraire le maximum d'informations possibles. C'est-à-dire qu'ici, on va essayer de pouvoir persister et ensuite de pouvoir récolter des informations, donc des informations confidentielles sur le fonctionnement de l'organisme, des documents confidentiels et ainsi de suite, et bien sûr de pouvoir les exfiltrer. Ça se passe comme au niveau du document suivant ou au niveau du graphique suivant. Donc tout d'abord, l'attaquant va pouvoir, comme on l'a dit, parce que c'est basé principalement sur du spear phishing, donc on l'a vu au niveau de la présentation précédente. Donc, tout d'abord, on va pouvoir collecter donc, assez d'informations sur l'organisation. Il faut aussi analyser comment ça se passe, quels sont globalement les employés de cet organisme. Donc on fait un petit peu un travail d'OSINT qui va être assez structuré. Une fois qu'on a récolté assez d'informations, on peut commencer la distribution. Donc là, le groupe va pouvoir distribuer principalement donc ces malwares ou tout simplement va pouvoir adopter une approche donc, de distribution de malware entre parenthèses basée sur du phishing. Donc, une fois que cette approche a été effectuée donc, de manière généralement d'ailleurs de manière réussite, donc là, la partie opération va pouvoir commencer en installant une porte dérobée, donc une backdoor, donc tout ce qu'il y a de plus simple au niveau donc, de la machine infectée. Donc ça peut être une bien sûr ou plusieurs machines. À partir de là, l'accès persistant sur la machine infectée est mis en place et donc, tout simplement le hacker peut commencer à collecter les différentes données. Donc il va pouvoir les récupérer donc, tout simplement et les exfiltrer donc bien sûr, notamment des données sensibles. Ça peut être tout simplement des données de fonctionnement interne au niveau de l'organisme et ainsi de suite. Et bien sûr, par la suite, il va pouvoir les récupérer donc depuis son serveur distant, notamment aussi appelé son serveur CNC, donc son serveur de Command and Control. Donc ce type de menaces représente des menaces extrêmement complexes. C'est des menaces qui sont vraiment très sophistiquées ou qui vont utiliser des techniques très sophistiquées. Donc on connaît bien sûr plusieurs types de groupes qui sont assez notoires comme l'APT41, donc FinCyber, on a l'APT29, APT21 et ainsi de suite. Donc pour pouvoir jeter un petit coup d'œil sur ce sujet, donc d'ailleurs on a un autre webinaire prévu sur les menaces APT. On va pouvoir donc traiter les menaces APT techniquement parlant, mais aussi analyser les différents groupes qui utilisent ce type d'approche. Donc on aura un petit webinaire par la suite qui va traiter donc cette partie-là, notamment dans le threat hunting. Et on a bien sûr, à part le spear phishing, ce qu'on va appeler du wall phishing. Donc quand on parle de wall phishing, c'est tout simplement du phishing, mais là on va essayer de pouvoir cibler donc vraiment des utilisateurs qui sont au niveau C. Donc quand je dis C, c'est CTO, CEO, donc des directeurs. Donc ça peut être des directeurs de ressources humaines, ça peut être des directeurs techniques, donc ça peut être aussi des gros investisseurs, ça peut être aussi des directeurs de hedge fund et ainsi de suite. D'où le nom wall phishing ou phishing à la baleine ou les baleines entre parenthèses. Donc le terme est assez connu
Au niveau du monde des crypto-monnaies, par exemple, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent et qui cherchent à investir de manière assez conséquente et qui peuvent se permettre de le faire. Donc du coup, à ce moment-là, le wall phishing va nous permettre donc de pouvoir effectuer ou de pouvoir donc, disposer d'une approche qui va se baser sur un ciblage beaucoup plus précis que dans du spear phishing, puisqu'on va vraiment cibler des utilisateurs pour leur niveau hiérarchique ou bien donc tout simplement pour leur position dans une entreprise. Plus l'utilisateur, bien sûr, a une position élevée, donc plus il a de privilèges, donc plus il a accès à des données confidentielles, à des portefeuilles de clients et ainsi de suite, plus c'est intéressant. C'est une des approches aussi de phishing les plus utilisées qu'on peut donc exploiter. Il existe bien sûr plusieurs autres éléments qui vont pouvoir nous aider même à aller beaucoup plus loin dans notre analyse donc de ces différentes approches de phishing. On peut retrouver donc notamment une recherche qui a été faite par Renaud Lifchitz, donc j'espère que j'ai bien prononcé. Donc là vous retrouverez au niveau de la présentation qui sera partagée avec vous par la suite, donc le lien des slides. Donc c'est une présentation qui est vraiment super intéressante et que je trouve vraiment passionnante et qui va traiter donc les marqueurs génétiques et le phishing. À ce moment-là, l'étude va pouvoir concerner donc un ensemble d'entreprises qui se sont vues hackées donc, pendant ces 2 dernières années et qui ont vu donc, des données donc, représentant des séquences de génome, donc des séquences ADN qui ont été volées, donc, notamment par des groupes de hackers, ainsi de suite. Donc ces marqueurs génétiques vont ensuite pouvoir être exploités donc selon l'analyse qui a été faite, afin de pouvoir donc monter donc, des attaques de phishing en se basant sur des marqueurs génétiques spécifiques donc, à chacun. Donc, et à partir de là, tout simplement, l'attaquant peut structurer une attaque de manière assez avancée en se basant sur nos marqueurs génétiques, notamment, bien sûr, il y a quelques marqueurs qui définissent notre personnalité, des marqueurs qui vont définir nos traits de caractère, et ainsi de suite. Donc du coup, ces hackers vont se baser sur ces approches-là afin de pouvoir donc tout simplement monter des attaques bien structurées et en plus qui ne ciblent pas que la partie donc globalement technique ou l'approche de phishing technique globale, mais vraiment c'est de l'hyper ciblage. Donc c'est-à-dire qu'on va cibler selon les marqueurs génétiques, on va cibler selon le génome de chacun et ça peut représenter donc vraiment une approche extrêmement intéressante. C'est vraiment magnifique et je vous invite vraiment à analyser donc ou à découvrir la présentation qu'a fait Monsieur Renaud. Donc et d'ailleurs vous avez le petit lien que je vais vous laisser au niveau de la description, donc après la session donc, de notre webinaire. Bien sûr, ceci peut aller beaucoup plus loin et donc notamment au niveau d'une approche ou de nos approches de kill chain. Donc déjà, avant de pouvoir discuter de la kill chain qu'on va pouvoir adopter, donc il faudra bien sûr discuter de la notion de kill chain globalement, de ce que c'est et de ce que ça représente. Donc il faut savoir que la kill chain est un terme donc, qui est utilisé, qui a été utilisé à l'origine donc, par les militaires. Donc pour définir tout simplement les étapes qu'un ennemi va utiliser pour attaquer une cible. Et c'est exactement la même approche vu qu'en 2011, Lockheed Martin a publié donc, un article définissant ce qu'on va appeler une cyber kill chain. Donc c'est vraiment très similaire dans le concept au modèle militaire et il définit donc notamment les étapes qui vont pouvoir être utilisées par les cyberattaquants donc dans les cyberattaques aujourd'hui. Et donc plus vous pouvez intercepter donc, les différents hackers, plus vous avez de chances de pouvoir les bloquer, de refuser donc leurs objectifs globalement ou de les forcer à faire suffisamment donc, de bruit donc, où vous pourrez donc, plus facilement les détecter grâce à des sondes notamment de détection d'intrusion ou autres types d'éléments. Mais l'approche la plus importante ici est de pouvoir donc, tout simplement détecter ce type d'attaquant en se basant donc, tout simplement sur les différentes approches qu'ils vont pouvoir effectuer. Entre autres, on va pouvoir porter la casquette du pirate donc, dans cette approche
afin de pouvoir structurer la même approche que va pouvoir avoir un pirate globalement, que ce soit de manière basique ou de manière avancée. Donc du coup, on va se retrouver avec deux types de kill chain. Une kill chain de base qui va pouvoir se focaliser sur la récolte d'informations confidentielles de manière assez basique. Donc cette première approche, mes amis, va pouvoir se baser sur la récolte notamment d'informations comme des cartes bancaires, comme des informations confidentielles concernant l'entreprise, et ainsi de suite. Donc ça commence comme d'habitude avec du targeting, donc du ciblage. Donc à partir de là, on essaie de structurer une approche en se basant sur une liste de mails, donc bien spécifique à l'entreprise avec laquelle on a notre contrat, donc c'est-à-dire avec laquelle on va pouvoir perpétrer ou effectuer notre campagne de phishing. Attention bien sûr au contrat de pre-engagement. Donc il faut bien sûr avoir ces contrats prêts et faire très attention aux différents termes pour ne pas dépasser les différents scopes, même au niveau des différentes campagnes de phishing. Ensuite, on a la phase de deliver. Donc là, on va pouvoir délivrer donc, notre message ou envoyer nos messages aux différentes personnes concernées. Donc à ce moment-là, on va envoyer nos mails de phishing en d'autres termes. Du coup, par la suite, on va passer à la troisième phase, donc le DC, qui va nous permettre donc tout simplement de pouvoir récolter ou pouvoir structurer notre approche afin de pouvoir récolter un maximum d'informations, donc tout simplement sur l'utilisateur, donc pour pouvoir structurer un maximum notre mail pour pouvoir forcer l'utilisateur à ce qu'il puisse donc tout simplement cliquer sur le lien. Donc c'est-à-dire que c'est des approches de supercherie entre parenthèses et qui vont nous permettre donc notamment de pouvoir piéger l'utilisateur. Donc d'ailleurs je vous conseille de voir le livre, comme on a dit tout à l'heure, on en a discuté, de Kevin Mitnick, donc l'art de la supercherie, puisqu'il définit vraiment ces étapes de manière très très précise et il expose plusieurs types ou plusieurs attaques donc basées sur l'ingénierie sociale en se basant sur la manipulation de l'être humain. Par la suite, donc tout simplement, le client ou l'attaquant va pouvoir effectuer donc tout simplement le clic sur le lien piégé qui va donc tout simplement l'amener vers donc le lien malicieux. Donc à partir de là, donc l'utilisateur, donc là on arrive à la phase surrender où l'utilisateur va pouvoir tout simplement mettre en place ou pouvoir remplir les différentes informations confidentielles. Donc, et à partir de là, tout simplement, notre plateforme de phishing va pouvoir extraire ces informations et va pouvoir donc les transférer au hacker qui va enfin pouvoir agir. Donc tout simplement, cela va représenter la première phase ou notre première approche basée sur des keychains de base, donc des keychains de phishing de base, sachant donc tout simplement qu'on peut aller vraiment beaucoup plus loin. Donc c'est-à-dire quand je dis beaucoup plus loin, on peut donc tout simplement aller vers donc, des approches de phishing qui sont un petit peu plus avancées. Donc c'est des keychains un petit peu plus développés et qui vont consister beaucoup plus à donc tout simplement infecter et prendre le contrôle de l'infrastructure en se basant cette fois-ci sur donc tout simplement une infection basée sur une approche non pas basée sur la récolte d'informations confidentielles, mais plutôt qui vont pouvoir être basées sur donc l'infection et la prise de contrôle donc des différentes infrastructures. Donc, comme d'habitude, cela va commencer comme d'habitude avec une phase de reconnaissance. Donc là, on va vraiment récupérer des informations confidentielles, des informations globalement présentes sur Internet, toujours basées sur de l'OSINT. On va récolter un max d'informations sur tout ce qui va concerner l'entreprise pour pouvoir bien structurer notre approche. Donc à ce moment-là, on a tout simplement la phase de weaponization ou d'armement, là où l'utilisateur à ce moment-là va pouvoir, ou le hacker va pouvoir donc tout simplement mettre en place, disons, sa pièce jointe si vous préférez, piégée ou son lien piégé, et donc qui va pouvoir être associé à un email de phishing personnalisé. Ça peut aussi constituer une approche basée sur d'autres éléments comme des clés USB et ainsi de suite.
Donc du coup, vous comprendrez l'intérêt ici des campagnes de phishing, c'est surtout de pouvoir sensibiliser les utilisateurs à ce type d'approche, c'est-à-dire clé USB, donc si on traite la partie weaponization de clés USB ou l'utilisation de clés USB pour pouvoir effectuer des approches de SE, donc de social engineering assez avancées, mais ce n'est pas vraiment notre sujet. Donc du coup, puisque c'est principalement du phishing, ça peut être donc tout simplement un lien piégé, donc un exploit, donc un zero day ou une zero day. Ça peut aussi être donc tout simplement un fichier Office piégé, c'est ce qui est le plus souvent utilisé, notamment par rapport aux différents malwares et ainsi de suite. Et donc ça peut vraiment aller très très loin. Ensuite, on a la phase de delivery. Donc quand on parle de delivery, donc tout simplement c'est la livraison en français. Donc quand on parle de delivery, c'est la transmission de l'attaquant, donc tout simplement du mail piégé. Donc c'est-à-dire qu'ici, l'attaquant va pouvoir envoyer son mail piégé. Il va pouvoir donc tout simplement envoyer ce dernier via soit un outil spécifique, sinon il peut avoir des scripts bien spécifiques à lui qui vont pouvoir être exploités, mais principalement ici l'objectif est de pouvoir envoyer donc tout simplement cet élément là, c'est-à-dire le mail piégé avec la pièce jointe, donc dans cette approche de kill chain avancée. À partir de là, on a la phase d'exploitation où ici il y a un autre mot au niveau de l'approche militaire qui va représenter donc tout simplement la détonation. Donc, quand on parle d'exploitation ou détonation, c'est tout simplement l'exploit qui va être exécuté sur le système. Ça peut être, ou cela ne peut pas forcément être, ou ne va pas forcément représenter un exploit proprement dit. Ça peut juste concerner donc tout simplement donc ça peut forcément tout simplement représenter donc un payload, donc une charge malicieuse qui sera injectée ou globalement c'est des droppers, donc des coquilles vides qui vont pouvoir s'exécuter ou être exécutés par l'utilisateur et qui vont aller chercher donc le script, le payload de la charge malicieuse depuis le serveur CNC, donc depuis le serveur de command and control. Donc à partir de là, donc tout simplement, on va pouvoir donc continuer notre approche avec la phase d'installation. Donc la phase d'installation où l'attaquant va pouvoir installer un malware au niveau de la machine de la victime. Et donc bien sûr, à partir de là, on a le déploiement des différents composants ou des différentes composantes du malware qui a été mise en place donc, par le hacker globalement. Et l'objectif ici, c'est de pouvoir donc tout simplement se propager au maximum au niveau de la machine, au niveau du réseau de la victime, bien sûr, à partir du moment où on a pris le contrôle de la machine. Bien sûr, vient ensuite la phase donc, du command and control. Donc, et à ce moment-là, donc tout simplement, et bien sûr, ça implique que le système soit compromis. Donc, les différentes machines, donc les différents composants du système d'information infectés vont pouvoir donc tout simplement commencer à pouvoir communiquer avec le serveur de command and control. Donc, le serveur CNC qu'on peut voir au niveau, donc tout simplement, de au niveau de notre slide. Donc du coup, à ce moment-là, donc tout simplement, il peut donc tout simplement effectuer ses objectifs. Donc là, c'est ce qui va commencer. Ça peut être donc tout simplement une compromission totale du système d'information. Ça peut être tout simplement une récolte d'informations, donc une exfiltration d'informations. Cela peut être tout simplement le déploiement donc d'un malware et ainsi de suite. Donc bien sûr, il existe plusieurs types d'approches qui vont pouvoir dépendre donc de l'objectif du pirate, mais généralement c'est soit le déploiement d'un malware, d'un ransomware, plus précisément la prise de contrôle via des approches APT pour pouvoir donc exfiltrer dans le temps plusieurs informations confidentielles relatives à l'entreprise et ainsi de suite. Et donc du coup, pour notre approche, donc là on est presque arrivé au début de notre lab. Donc dans notre approche, on va donc pouvoir utiliser donc un des outils des plus connus, donc qui est Goofish. Donc c'est un outil qui est vraiment extrêmement efficace. Et comme vous allez pouvoir le voir, donc on va le faire ensemble d'ailleurs, on va déployer tout de suite une campagne de phishing de A à Z.
Et on va donc notamment utiliser pour ça l'outil GoFish. C'est un outil open source et qui va nous permettre donc de monter nos campagnes de phishing, de créer des templates de mail et des templates de pages. Et ceci ne va prendre que quelques minutes, comme vous allez pouvoir le voir. Et d'ailleurs, on va pouvoir le faire ensemble. Sans oublier que vous aurez juste besoin des éléments suivants. Donc notamment, voilà. Donc notamment, au minimum, vous aurez besoin d'un serveur Ubuntu 16.04 ou plus. Donc dans notre cas, ça sera Azure, mais plutôt on va pouvoir utiliser une plateforme Digital Ocean à la place d'Azure dans cette partie-là. Ensuite, on va avoir besoin au minimum de 2 Go de RAM, 60 Go de stockage globalement, mais beaucoup moins. Mais j'ai mis 60 Go surtout pour la partie système, pour avoir un peu d'espace pour récupérer d'autres informations. Et un seul vCPU, ou un seul CPU globalement, j'ai mis vCPU puisque j'ai utilisé des infra virtuels. Donc du coup, vous pouvez utiliser juste un vCPU, ça marche sans souci. Vous aurez aussi besoin donc, de récupérer le repo de GoFish donc, sur le GitHub officiel. Donc vous aurez bien sûr accès aux slides à la fin de la présentation. Et bien sûr, vous aurez aussi besoin d'un serveur SMTP ou un domaine globalement à exploiter. Donc là, globalement, avec un domaine, vous aurez accès à tout, au serveur SMTP, mais aussi au domaine en soi qu'on va pouvoir utiliser ensemble. Sinon, vous aurez besoin d'un serveur SMTP juste en local si vous voulez juste le faire ou faire le test juste localement au niveau de votre organisme. Et donc, on va pouvoir donc commencer notre approche ou le déploiement de notre lab. On va prendre donc 30 petites secondes pour pouvoir prendre une petite pause, donc même pas 10 à 30 secondes, et on va reprendre donc dans quelques instants. Allez, on va reprendre avec notre lab. Donc c'était la petite pause. Donc du coup, on va reprendre avec notre lab. Donc je vais juste ici préparer un petit élément rapidement. Hop là. Et donc on va commencer avec notre petit lab. Donc, du coup, on va s'attaquer à ce dernier et on va pouvoir, donc à ce moment-là, utiliser la plateforme Digital Ocean ou Digital Ocean. Donc, allez, on va le mettre avec le petit accent. Donc, du coup, ce dont on aura besoin, c'est surtout de ce qu'on appelle ici une droplet. Donc, c'est en quelque sorte une mini-machine virtuelle ou un mini-conteneur, ou un conteneur si vous préférez. Nous allons donc créer notre droplet. Donc ça sera un Ubuntu, vous pouvez utiliser du 18.04 ou du 16.04, ça passe sans souci, j'ai testé les deux. Donc à partir de là, donc on va choisir la version de base qui est à $40 le mois. Sinon, je pense qu'il y a aussi des versions moins chères, mais dans mon cas, pour avoir plus de vitesse, donc il y a plus de performance, on va utiliser cette version. Donc là, on n'a pas besoin de stockage et d'autres informations pareillement. On n'a pas besoin de rajouter quelque chose. Donc là, pour l'authentification, on va utiliser du one-time password et pas une clé SSH. Bien sûr, dans des cas réels, on aura besoin de clé SSH. Sinon, du one-time password, ça passe. Donc au niveau hostname, je vais mettre donc GoFish.
donc plateforme ou GoFish server. Donc juste en guise d'exemple. Donc pour les tags, pas besoin. Et je vais créer ma droplet. Donc à partir de là, hop là. Donc là, la création se fait en quelques secondes. C'est ce que j'aime d'ailleurs avec ces petites droplets. Donc c'est que les créations vont se faire assez rapidement. Donc l'utilisation de ces dernières est assez rapide. Donc c'est pas mal du tout. Donc voilà, on rentre dessus. Donc voilà, notre droplet a été installé avec succès. Et je vais me diriger vers, donc tout simplement, mon... ou la plateforme ou l'email avec lequel j'ai créé donc tout simplement donc mon compte sur DigitalOcean. Donc là on se retrouve avec les username et password donc pour l'accès SSH. Donc du coup je vais lancer PuTTY. Donc pour ce petit exemple là, hop là, c'est parti sur l'autre côté. Hop, donc on va récupérer tout ça. En cas de récipient, et on va récupérer aussi le password avant. Donc si jamais j'ai un petit souci, je vais créer une session fixe. Donc je vais nommer allez GoFish. Save, open. Donc là, toujours le certificat de sécurité. Je colle le password et normalement, on est bon. Donc à partir de là, on va pouvoir donc tout simplement récupérer la dernière version ou le dernier release, donc tout simplement donc sur GitHub de notre outil. Donc là, je vais vous le récupérer rapidement. Donc je vais vous montrer rapidement juste comment le récupérer pour tout le monde. Donc c'est ici, donc GoFish. Voilà. Pop, 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 pop. Petit lag de secondes. Juste un petit bug de l'affichage. Voilà. Donc là, quand vous allez récupérer donc tout simplement ce dernier, vous allez pouvoir le découvrir sur Release. Donc là, au niveau de Release, vous allez pouvoir donc récupérer donc tout simplement un petit peu plus en bas. Voilà, donc le release concernant du Linux 64 bits. Sachant que ce dernier supporte Windows, Mac OS X et Linux, bien évidemment. Donc par la suite, bien sûr, vous aurez toutes les étapes qu'on a suivies ensemble. Donc là, ce qu'on va essayer d'effectuer, c'est un petit curl pour aller récupérer. Oups, j'ai carrément oublié la partie mot de passe. Il faut le changer d'abord avant le curl. Alors vous voyez, on est un peu précipité pour le lap. Donc voilà, donc là je pense que je me suis trompé quand même de passe. Je vais le recopier. Donc c'était où? Ah oui, je lançais WinSCP à la place. Donc GoFish. Hop. Donc le même mot de passe. Et là on rentre le nouveau. Donc à partir de là, c'est parfait. Donc là, on va faire un petit curl, bien sûr, pour récupérer notre petit fichier. Hop là. Donc là, on va faire notre petit curl. Donc là, je vais juste faire comme ça vous arriverez à mieux voir. Donc sinon, voilà, on va lancer le téléchargement de ce dernier. Donc voilà. Donc, si vous n'arrivez pas à voir, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, on va changer la résolution. Donc là, je vais reprendre. Donc, sinon, tac, tac, change settings. Et on va rajouter niveau font. Voilà. Est-ce que vous arrivez à mieux voir? Je vais rechecker. Donc, s'il vous plaît, si vous n'arrivez pas à bien voir, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est bon.
Parfait. Donc là, on a fait notre petit curl. Donc, on va pouvoir donc tout simplement continuer. Donc, à partir de là, je vais juste créer un petit dossier appelé GoFish. Donc là, c'est notre version 0.9.0. Donc, je vais me diriger vers ce dernier. Donc, déjà, pour pouvoir faire notre petit unzip, on aura besoin donc tout simplement de l'outil unzip qui n'est pas installé par défaut. Donc, du coup, je vais faire un apt install unzip. Voilà, parfait. Et je vais donc tout simplement maintenant unzipper mon fichier donc, qui est au niveau de la racine. Donc voilà, gofish parfait. Voilà, on va pouvoir le récupérer. Et là, comme vous pouvez le voir, on va donc découvrir les différents fichiers concernant GoFish. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est le fichier config.json. Donc à partir de là, donc ce qu'on va effectuer, donc déjà c'est une suppression de notre fichier zip dont on n'a pas besoin. Et bien sûr par la suite, on va ouvrir donc tout simplement notre fichier donc config.json. Donc à partir de là, tout ce qu'il nous faut modifier, c'est tout simplement l'adresse IP. Donc là, puisque on est dans un petit test, donc du coup, hop, on va revenir là. Hop. On va reprendre. Ah ouais, j'ai oublié de pouvoir. Voilà. Donc on va revenir juste ici sur cette partie-là. J'ai fait une petite erreur, mais c'est bon. Donc 0, 0, 0 et 0. Donc qui va pointer donc tout simplement sur le port 3333. Vous l'aurez compris qu'il faudra par la suite donc tout simplement donc mettre en place ou ouvrir les ports ou le port 3333. Donc là pour config.json, c'est bon, on a modifié l'élément qui a modifié. Bien sûr, si vous voulez un autre port de listening que le port 80, vous pouvez le faire. Donc dans ce webinaire, on ne va pas traiter la partie certificat de sécurité, mais on va pouvoir donc tout simplement le faire par la suite dans d'autres approches plus avancées. Donc vu qu'il y en a qui n'arrivent pas trop encore à voir parfaitement, je vais changer la résolution. Donc, comme ça, vous n'aurez pas de problème. On va se mettre en 1280 720p. Voilà. Je pense que là, ça va être bon pour tout le monde. Donc du coup, à partir de là, et une fois qu'on a modifié ces différents fichiers, ou ce fichier de paramétrage, on va donc pouvoir lancer notre outil GoFish. Donc, ce dernier va être lancé assez rapidement. Du coup, ce qu'il nous faudra faire maintenant, ça sera surtout de pouvoir donc tout simplement créer donc tout simplement la partie la partie firewalling. Donc la partie firewalling qu'on va retrouver dans networking firewalls. Donc là, on a notre droplet et là on remarque notre port qui est ouvert. Donc là, il faudra bien sûr ouvrir donc le port concerné. Donc les ports par défaut qui seront ouverts, c'est les ports 22, 80 et 443. Et bien sûr, vous devez rajouter un port, qui est le 3333. Vous pouvez le faire directement ici, donc en choisissant Custom et en choisissant le port que vous voulez ouvrir. Donc maintenant que c'est fait, je reviens sur ma droplet. Donc voilà, GoFish Server. Je copie l'adresse IP. Et je peux donc à ce moment-là me diriger vers le port 3333. Bien sûr, il faudra être en HTTPS. On va continuer vers notre plateforme. Donc là, c'est bon, c'est parfait. On est dessus. Et à partir de là, on va utiliser les noms d'utilisateurs et mots de passe par défaut, qui sont admin et
GoFish. Et voilà, on est au niveau donc tout simplement de notre dashboard. Donc déjà, le dashboard, je le trouve vraiment super sympa. C'est vraiment assez simple à utiliser et vous avez même une API REST que vous pouvez utiliser si jamais vous voulez intégrer avec d'autres frameworks, récupérer les résultats et les traiter avec d'autres outils, etc. Donc à partir de là, la première chose qu'on va faire, c'est de configurer le serveur SMTP pour l'envoi de mail. Donc c'est ce qu'on appelle ici le sending profile ou le profil d'envoi ou le profil d'envoi de mail entre parenthèses. Pour ce, donc comme j'ai fait, on va se diriger vers sending profiles. Donc ça sera assez facile et par la suite, on va cliquer sur New Profile. On va lui donner un nom tout d'abord. Donc je vais lui nommer First SMTP ou SMTP Conda. Donc ça sera basé sur mon serveur SMTP. Donc là, on va définir l'adresse d'envoi. Donc là, l'adresse est le nom avec lequel on va envoyer notre mail piégé. Donc à ce moment-là, en fait, ça sera basé ici dans notre approche sur du GitHub. Donc GitHub va représenter notre page piégée, notre mail de piège, donc principalement. Donc du coup, je vais le nommer donc de la manière suivante, donc GitHub Team, et en fait, on va spécifier donc tout simplement le mail. Donc dans mon cas, je vais spécifier donc alform@conda.com. En bas, on doit spécifier donc la configuration SMTP. Dans mon cas, j'ai un serveur OVH, donc c'est celui qui est au niveau de mon domaine. Donc ça sera SSL0 OVH.net et ça va tourner sur le port 465. Donc je vérifie quand même, voilà, c'est parfait. Et là, on va spécifier le nom d'utilisateur, notamment l'adresse mail, et le mot de passe de cette dernière. Donc, à ce moment-là, donc, on a aussi la possibilité de gérer les emails ou les headers des emails. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on va gérer cette partie header, donc vous allez voir par la suite, on ne va pas en discuter maintenant, mais quand on va recevoir les emails, on aura un petit header avec GoFish et les différentes informations de GoFish, de domaine, et ainsi de suite. Donc même les headers, on peut les customiser et vous verrez par la suite pourquoi c'est intéressant. Donc du coup, on va envoyer un mail de test donc, à mon mail, au mail que j'ai créé spécifiquement pour ce webinar, qui est donc tout simplement alform.webinar@gmail.com en première position et je vais cliquer sur Send. Voilà. Donc si j'arrive ici, normalement, je dois voir mon mail dans quelques instants. Voilà, parfait. Donc, impeccable. Donc, on a bien reçu le premier mail de test. Voilà, parfait. Et ça ne tombe même pas au niveau des spams. Donc, du coup, c'est parfait. Vous regardez bien qu'on a mis donc, le GitHub Team ici. Et tout à l'heure, on a parlé, rappelez-vous, des headers. Donc là, regardez, si je pars au niveau des trois petits points ici à droite, et si je me dirige donc un petit peu plus en bas vers afficher l'original, donc là, si je descends, vous verrez les différents headers du message, donc qui sont un petit peu plus en bas. Donc là, je vais faire quasiment Xmailer. Là, vous regardez les différentes infos, notamment le header, l'Xmailer. Donc et là, si je reviens vers ma plateforme, donc c'est pas grave, je vais y revenir par la suite. Donc là, voilà, ici. Donc là, regardez, on peut modifier nos custom headers pour pouvoir se débarrasser de cette partie-là. Bien sûr, si vous êtes à l'aise avec le développement, sachez que vous pouvez aller beaucoup plus loin dans la customisation des différents headers, puisque GoFish possède une API qui permet vraiment une manipulation assez avancée des différents éléments. Donc là, comme vous pouvez le voir, côté spam score, il en est à 0. Et on a ici l'Xmailer qu'on peut changer à tout moment
avec bien sûr l'URL originaire. Donc là, on va enregistrer notre profil puisque ça a marché parfaitement bien. Et donc, à partir de là, nous allons continuer avec la création de notre mail ou du template de notre mail. Donc, dans mon cas, je vais utiliser un template réel que je vais le récupérer. Donc, c'est un template donc GitHub réel que je vais utiliser donc globalement. Donc, c'est vraiment une base assez simple. Donc, c'est un template. J'ai fait tout simplement l'approche du clic sur j'ai oublié mon mot de passe. Et j'ai récupéré donc le mail tout simplement. À savoir que vous pouvez même importer des emails. Quand je dis importer, vous collez l'email comme vous l'avez reçu et GoFish va s'occuper de pouvoir le structurer. Donc à ce moment-là, on va pouvoir créer notre template. Donc je vais le nommer GitHub. Voilà. Template. On va nommer donc tout simplement le sujet du mail qui va être envoyé au niveau de notre mail piégé qui va être envoyé. Donc là, par exemple, je peux le nommer, allez, GitHub, non, password, reset, request, par exemple. C'est ce qu'on retrouve principalement dans tous les mails qu'on va recevoir généralement, où on peut exactement faire la même chose que l'original. Et par la suite, je vais faire que coller au mail. Donc bien sûr, il y a un élément très très important à prendre en considération ici, c'est que le lien piégé ici, ou l'élément piégé ici, doit faire donc office donc tout simplement de redirection vers tout simplement l'URL piégé qu'on va pouvoir utiliser. Donc pour pouvoir le faire, donc il suffit donc tout simplement d'aller vers HTML. Donc voilà, ça charge. Voilà, donc je vais même le modifier directement ici. On va venir là et tout simplement on va créer un petit lien hypertexte. Voilà, donc je vais juste rajouter mon petit lien. C'est bon, je vais juste restructurer comme ça. C'est fait. Et là, on va sélectionner le lien et rajouter un lien hypertexte. Donc à ce moment-là, en fait, vous pouvez soit rediriger vers le lien qui vous intéresse, sinon vous pouvez aussi utiliser une approche très très intéressante. Donc c'est-à-dire que avec GoFish, donc je vais vous montrer d'ailleurs directement la documentation officielle de ce dernier. Donc hop là, donc GoFish documentation. Voilà, user guide. Donc là, vous avez en fait la documentation officielle de GoFish. Donc certes, ce n'est pas une documentation qui va très très loin, mais c'est une documentation qui est vraiment super intéressante. Donc à ce moment-là, vous avez des références, notamment des références au niveau des templates que vous pouvez utiliser. Donc c'est-à-dire que ces différents éléments vont vous permettre d'intégrer des informations directement, donc de manière dynamique, et pour éviter donc tout simplement des problématiques de configuration. Donc là, pour l'URL de phishing, de toute façon, je vais le renseigner au niveau des paramètres de mon template pour la page. Donc du coup, je vais récupérer juste la partie URL. C'est tout ce qui m'intéresse ici, puisqu'on va pointer de toute façon vers l'URL qu'on va spécifier à la fin. Et dans tous les cas, par la suite, on va pouvoir, donc notamment, GoFish va pouvoir donc notamment modifier automatiquement cette URL. Donc à ce moment-là, je vais venir ici, je vais spécifier URL, je vais cliquer sur OK. Parfait, donc là on voit bien le lien qui a été spécifié. Donc on peut même se la jouer un petit peu plus par anneau, on peut rajouter donc le lien là aussi. Voilà, parfait. Et de toute façon, l'utilisateur va pouvoir être traqué puisque donc, tout simplement GoFish va ajouter une image de tracking. Donc ça sera une image donc, invisible, donc une image sans aucune photo intégrée dessus.
et qui va nous permettre donc notamment de pouvoir donc il va nous permettre de toute façon de pouvoir traquer l'utilisateur s'il a ouvert le mail, s'il a cliqué et ainsi de suite. Donc c'est vraiment super intéressant et on peut même rajouter des pièces jointes. Sinon je vais cliquer sur Save Template. Donc là mon template a été créé avec succès et on peut maintenant continuer donc notre approche de manière assez simpliste. Donc à partir de là on va aller vers landing page. Et là, on va créer la page sur laquelle l'utilisateur va tomber. Donc là, on a créé le mail piégé, mais une fois qu'il aura cliqué, il faut qu'il tombe sur une page. Donc comment créer cette page? En fait, c'est ce qu'on va redécouvrir ensemble. Vous créez New Page. Donc là, vous avez deux choix. Soit vous mettez votre propre modèle donc, en HTML, soit que vous êtes comme moi, vous n'aimez pas trop vous prendre la tête avec ça. Donc du coup, je vais créer GitHub Page. Et on va importer un site. D'ailleurs, c'est un système d'import super sympa. Donc, dans mon cas, j'ai pris l'exemple de GitHub. Donc, du coup, on va récupérer la page de login de GitHub. Et regardez, il la récupère en quelques secondes. On peut cliquer sur Preview pour pouvoir voir la page qui a été récupérée. Et c'est exactement la même page. C'est parfait même. Donc, du coup, à partir de là, on peut arriver en bas et cliquer sur Capture Submit Data pour capturer les données envoyées et de pouvoir capturer aussi le mot de passe que l'utilisateur a pu rentrer. On peut aussi choisir par la suite de pouvoir rediriger l'utilisateur vers la vraie ou le vrai site d'authentification. On clique ensuite sur Save. Voilà, c'est parfait. Et à ce moment-là, on a quasiment tout pour commencer. On peut aussi aller vers Users and Group pour créer un nouveau groupe d'utilisateurs. Donc ce groupe d'utilisateurs va concerner tout simplement tous les mails qu'on va pouvoir donc, tout simplement utiliser pour notre campagne de fichiers. Quand on aura tout terminé, je vais vous montrer une astuce complémentaire que vous allez adorer qui va consister à récupérer automatiquement des mails à partir de plateformes publiques. Donc un petit peu du travail d'OSINT qui va être automatiquement intégré avec un outil spécifique avec GoFish. Donc restez pour la fin, vous allez pouvoir adorer cette partie-là. Donc dans notre groupe, je vais appeler notre groupe premier ou groupe Alform par exemple. Et je vais envoyer mon premier mail, donc webinar. alform.webinars@gmail.com, position 1, et je vais aussi l'envoyer par exemple à mon propre mail public en position 2. Parfait, je clique sur Save. Vous pouvez bien sûr, juste en parenthèse, aussi importer donc, tous les éléments sous format CSV. Donc là, vous pouvez même avoir des bases de données en CSV et pouvoir les récupérer. Voilà, on a ajouté notre groupe. Et là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de créer notre campagne. Donc là, on peut arriver ici et créer notre première campagne. Donc on allant vers campagne. Ensuite, New Campagne. Et là, on va commencer à remplir. Donc là, je vais la nommer par exemple campagne 101. On choisit le template, la landing page, l'adresse IP, donc tout simplement, je vais le coller comme ça, l'adresse IP de notre serveur. Je vais vous montrer par la suite aussi comment utiliser celle d'un domaine, donc juste qu'on finisse cette étape-là. On choisit un groupe et bien sûr le profile sending, d'où vous voulez envoyer votre mail, donc le serveur SMTP que vous avez spécifié tout à l'heure. Donc à ce moment-là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est cliquer sur Launch Campaign. Launch. On peut même la lancer sur une date bien spécifique, comme on l'a vu. Et à partir de là, donc on a les différents mails qui ont été envoyés. Donc là, je vais revenir juste un petit peu derrière. Voilà. Là, on a les différents mails. Donc là, effectivement, le mail a été envoyé. Donc là, au niveau de la timeline. Et là, hop, j'ai reçu mon mail. Donc déjà, il ne tombe pas dans les spams. 2, mon mail est assez bien et assez correct quand même.
et on tombe sur exactement le même mail qu'on voit GitHub. Après, vous pouvez bien sûr adapter le modèle à ce que vous souhaitez. Donc là, à ce moment-là, donc j'ai mon petit lien piégé et il suffit que je clique pour tomber sur la page piégée comme vous pouvez le voir ici. Bien sûr, vous pouvez même changer le pattern au niveau des URL. Donc à ce moment-là, si je reviens vers ma campagne, si je fais une petite mise à jour, vous verrez que l'email a été ouvert et que la personne a bel et bien cliqué sur le lien. Et en bas, vous avez même la personne qui l'a fait. D'où l'intérêt des campagnes de phishing, connaître les différents utilisateurs à sensibiliser. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a les différents éléments. Donc l'utilisateur qui a bel et bien cliqué, la version de l'OS et du navigateur. Et maintenant, dès que je vais remplir mes informations, donc test 1, 2, 3, 1, 2, 3 avec un mot de passe bidon. Donc là, il redirige vers la page officielle. Et ici, si je fais une petite actualisation, hop, on a les datas qui ont été submittées par l'utilisateur. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a l'utilisateur qui a submit. Donc là, on a la timeline, bien sûr, avec le mail qui a cliqué, les informations qui ont été remplies par quel utilisateur. Et là, vous avez bien sûr l'utilisateur qui a cliqué sur le lien, enfin qui a rempli les infos, avec notamment les logins et mots de passe. On peut même récupérer différentes autres informations, comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez même rejouer les credentials, donc pour pouvoir donc, tout simplement vous identifier à la place de ce dernier. Donc à ce moment-là, donc on a réussi notre campagne de phishing. Il nous reste deux petites astuces que je vais partager avec vous. La première va concerner donc l'utilisation de domaines customisés. Je vais vous montrer rapidement l'astuce, donc via notamment directement mon petit domaine. Voilà. Donc donnez-moi juste une seconde. Donc, dans mon cas, je vais utiliser un serveur OVH et on va pouvoir traiter cette partie-là. Voilà. Donc du coup, tout ce qu'il nous faut faire dans cette approche-là, c'est d'aller vers tout simplement la partie gestion de domaine. Dans mon cas, c'est sur OVH. Et à ce moment-là, il vous faudra juste rajouter un petit enregistrement. Donc, au niveau de la partie DNS, il nous faudra rajouter une entrée, donc un enregistrement DNS donc, qui pointe vers la zone 1. Voilà. Et je vais nommer ça GoFish alform.condark.com ou tout simplement gofish.condark.com TTL à 0. Et là, bien sûr, on va pouvoir se focaliser sur l'adresse IP. Donc on va pouvoir pointer vers cette dernière. Ici. Donc là, j'enlève juste les différents éléments comme vous pouvez le voir là. Suivant. Parfait. Voilà. L'élément a été rajouté avec succès. Et là, on peut continuer à s'amuser. Donc là, si j'arrive ici et je fais gofish.condark.com, voilà, ça pointe vers ma plateforme. Donc là, il me faut juste rajouter l'HTTPS même carrément. Oups, non, pardon. Donc oui, c'est normal parce que c'est pas la partie HTTPS, mais c'est juste que la page n'a pas été reconnue puisqu'il nous faut l'identifiant qu'on a ici. Donc vous pouvez le voir là. Donc là, ce que je vais faire même carrément, pour vous démontrer la petite démo, je vais revenir vers Campaign. Je vais créer une nouvelle campagne. Je vais la nommer Campagne Domain. Condark. Ici, je vais spécifier mon URL. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, on a la partie date de lancement. Vous pouvez même choisir une date de lancement et une date d'envoi de mail. Donc là, c'est optionnel, donc du coup, c'est tranquille. On a le profil d'envoi, le groupe d'envoi et on va lancer, donc tout simplement,
notre campagne, sachant que vous pouvez intégrer vos certificats Let's Encrypt sans souci. Donc là, je vais revenir, j'ai reçu mon mail, j'arrive là et je lance ce dernier et hop, j'utilise mon propre domaine. Donc test 1, 2, 3, 1, 2, 3, n'importe quoi. Je reviens vers mon GoFish. Voilà, là j'ai deux campagnes, donc là la deuxième. Je regarde les stats et impeccablement bien, je récupère les différentes données de phishing qu'on va pouvoir découvrir ici. Ce qui est parfait de notre côté. Maintenant, la question qui va se poser, et pour finir ce webinaire, donc ça c'est vraiment la dernière partie avant que je vous présente quelques éléments complémentaires et répondre à vos questions. Le dernier élément qui va pouvoir nous concerner, qui sera vraiment super intéressant, ça sera un outil que je voulais partager avec vous. Donc cet outil, donc je vais vous montrer directement ce dernier. Donc là vous pouvez le retrouver d'ailleurs au niveau de ma page GitHub. Donc c'est tout simplement Lure. Donc Lure, c'est User Recon Automation for GoFish. Donc en fait, qu'est-ce que va nous permettre cet outil? En fait, il va nous permettre de récolter des informations, c'est-à-dire des adresses email. Donc quand on est en red teaming, surtout ou en PTS globalement, pour résumer le tout, dans des approches black box, donc là, généralement, on doit récolter des emails et faire des tentatives de phishing. Donc à ce moment-là, on a besoin de récolter des informations via des outils présents sur Internet, un petit peu de l'OSINT. Donc du coup, on va pouvoir le faire en passant par différentes sources et de manière automatisée, notamment via des outils comme Hunter.io, Harvester, sur LinkedIn, MailsHunt et WebScrap. Donc ce qui va m'intéresser principalement moi dans cette partie-là, c'est Hunter.io. Donc d'ailleurs, je vais profiter pour vous le montrer. Donc là, c'est le GitHub, donc que vous allez pouvoir retrouver aussi au niveau de du mien. Donc je l'ai déjà forqué, sinon vous pouvez le télécharger directement. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de pouvoir vous montrer l'outil Hunter.io. Donc comme ça, on est bien sûr du de ces derniers. Donc ce type d'outils vont nous permettre de récupérer donc des adresses email à partir de noms de domaine. Donc par exemple, si je choisis contact.com, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'adresses email. Mais on doit, non, pas beaucoup. Donc on va par exemple prendre le cas de Microsoft.com. Allez, l'exemple de base de tous les tests. En fait, il va nous donner tous les emails répertoriés avec les sources, c'est-à-dire là où il a trouvé ses adresses email et s'ils sont vérifiés ou pas. Donc ça, c'est vraiment un outil qui représente la crème de la crème en matière d'OSINT et de récupération d'adresses mail. On peut vraiment récupérer de tout et n'importe quoi. Donc ça dépend du type de domaine qu'on va pouvoir chercher, mais ça va nous permettre donc vraiment de trouver plusieurs types de mails, donc sur Alibaba, Alfarm, Alphaya, donc vraiment on peut tout récupérer, donc quasiment vraiment tout et n'importe quoi. Il suffit de taper donc l'email qui nous intéresse et en fait on va commencer à récupérer les adresses email qui sont accessibles publiquement, avec bien sûr les différentes sources d'où a été récupérée cette adresse mail. C'est-à-dire plus on a de sources, plus c'est intéressant et donc plus ça va répondre donc à notre besoin. Donc du coup, il faudra récupérer donc Lure donc sur votre machine Kali. Donc ce que j'ai déjà fait. Et à ce moment-là, donc vous avez deux choses à faire. Premièrement, quand vous vous dirigez vers Requirement. Donc Requirement, bien sûr, vous devez juste faire un petit pipe install, ou pipe-r install requirement. Oups, pardon. Donc je me suis trompé de position. Voilà, donc là, il y a tout qui est déjà installé, mais vous pouvez donc tout simplement le faire globalement de manière assez simple. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à faire. Donc là, le pipe s'occupe de tout installer pour vous. Donc, à ce moment-là, il nous reste à effectuer un seul élément, c'est de nous diriger vers Resources
et d'aller vers config.py. À ce moment-là, il faudra manipuler deux principaux éléments. Le premier est l'adresse IP de votre serveur. Donc là, je vais récupérer la mienne, qui est là. Je la pose. Le port, on va le laisser par défaut. L'API ou la key API aussi doit être récupérée. Donc pour ça, en fait, c'est assez simple. Il suffit d'aller dans Account Settings. Et là, vous avez votre API. Donc là, vous pouvez la resetter ou la récupérer. Comme ça, en fait, quand il va récupérer les résultats, il va pouvoir les envoyer de manière directe à GoFish. Donc il va créer automatiquement les différents éléments. Donc à partir de là, on va nommer ici par exemple, allez, on va prendre l'exemple de contonso.com. Donc, et bien sûr, et dans notre cas, nous allons utiliser hunter.io. Donc il faudra bien sûr coller l'API de ce dernier et par la suite ici spécifier true. Donc à la base c'est du false. Donc il faudra juste le modifier pour avoir un true ici. Et à partir de là, on est bon. Donc là, je vais juste mettre contonso ici. Donc si vous utilisez d'autres outils, il faudra juste les spécifier ici. Donc dans mon cas, bon, c'est assez suffisant. L'API est spécifiée. Vous pouvez utiliser du bind, du LinkedIn et ainsi de suite. Donc il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire avec Lure. Je clique sur Save. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de revenir et de lancer lure.py. À ce moment-là, je spécifie juste le domaine. Et de toute façon, on va le laisser faire le nécessaire. Donc là, il va récupérer les emails, il va essayer de chercher et ainsi de suite pour pouvoir bâtir sa base de données et par la suite effectuer ces différentes opérations, c'est-à-dire envoyer tout ce qu'il aura récupéré vers notre serveur distant, c'est-à-dire notre serveur GoFish. Donc vous n'avez même pas à remplir les adresses email, il s'occupe de tout faire. Et c'est pas mal du tout. Et donc pour moi ça a été vraiment utile dans plusieurs cas. Donc ça permet d'automatiser plusieurs tâches et c'est vraiment très puissant. Donc je vous conseille vraiment d'y jeter un petit coup d'œil. Donc c'est des outils très intéressants et de plus très automatisés. Donc là on a pu récupérer plus de 100 mails en quelques secondes. Et là si je reviens ici dans User Groups on a notre liste d'emails. Et là, on peut voir tous les emails qui ont été récupérés. Donc là, on a une liste vraiment assez intéressante. Donc du coup, on peut vraiment s'amuser avec comme on le souhaite, avec bien sûr disons, avec l'aval bien sûr de l'organisme, puisque c'est complètement illégal de le faire sans l'aval de l'entreprise. Et regardez, il a même réussi à nous récupérer la position de la personne, donc c'est-à-dire son rôle au niveau de l'organisme. Donc du coup, ça nous permet vraiment de récupérer tout de manière automatisée. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de ficher tout ça. À savoir qu'on va voir par la suite d'autres webinars avec des techniques plus avancées, comme le bypass MFA, comme l'utilisation de techniques pour créer des fichiers Office 365 et Office PG et ainsi de suite. Pour ceux, bien sûr, qui souhaitent aller plus loin dans cette approche, vous avez plusieurs outils que vous pouvez découvrir, notamment EvilNginx, qui est un outil vraiment qui est pas mal du tout pour pouvoir bypasser les connexions ou les authentifications multifacteurs. Donc c'est vraiment des outils les plus puissants. Vous avez aussi l'outil le plus intéressant que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, qui n'est pas évident mais qui permet de monter des vraies infrastructures Red Team. Donc d'ailleurs c'est une boîte française, Wavestone, qui a développé ça. Donc c'est un des chercheurs dessus. D'ailleurs GG à lui, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est un bon boulot qu'il a fait. Ça s'appelle Abaddon. Il y a Advanced Phishing aussi et Refish qui sont pas mal,
mais Abadan reste vraiment le plus avancé dans ce sens. Donc si vous avez bien sûr des questions par la suite, n'hésitez pas à m'en faire part donc, au niveau après bien sûr le webinaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part directement sur le mail officiel d'Alform. Sinon, je répondrai à vos questions dans quelques instants, donc une petite dizaine de secondes, et on va pouvoir donc y répondre ensemble. Donc à ce moment-là, on va pouvoir donc répondre ensemble ou à vos différentes questions. Donc, du coup, donc première question de Badr. Oui, effectivement, disons les différents supports vous seront bien sûr disponibles au niveau des différentes descriptions. Donc, à la suite, donc tout simplement du webinaire. Donc, bien sûr, il y aura aussi d'autres ressources, c'est-à-dire les différentes étapes qu'on a suivies. Donc, je vous les ai préparées au niveau d'un petit format TXT. Vous allez pouvoir les récupérer donc par la suite. Donc, du coup, c'est concernant donc cette première question. Donc, la deuxième question donc, va concerner donc, tout simplement la partie ou la différence entre du phishing, du BEC, donc du Business Email Confirmation, et du wall phishing. Donc le phishing, donc globalement, c'est une approche globale qui va traiter du phishing de manière donc, non structurée. Donc ça va vraiment dans tous les sens. Donc on n'a pas vraiment de structuration dans ce sens et ainsi de suite. Donc bien sûr. Sinon, bien sûr, pour du wall phishing, c'est vraiment du phishing plus ciblé, mais qui va pouvoir cibler les utilisateurs qui ont vraiment, disons, un assez gros portefeuille. Donc, c'est-à-dire quand on va avoir des utilisateurs au C-level au niveau d'une entreprise, donc ils vont pouvoir donc avoir des grosses responsabilités ou qui vont pouvoir avoir qui vont avoir des postes assez élevés au niveau des différents organismes. Pour le BEC, c'est un petit peu plus simple puisque c'est des menaces qui représentent, donc déjà BEC c'est pour compromission de messagerie d'entreprise, c'est un petit peu fraude par email au PDG. Donc généralement c'est soit un email qui a été compromis ou généralement c'est du typo squatting où on a un utilisateur qui va utiliser donc globalement
Globalement, une approche basée sur typo squatting, donc plus précisément, c'est un mail, donc un petit mail global qui va donc tout simplement être, ou un domaine pardon global, ça va s'approcher le maximum du mail qui a déjà été utilisé. Mais globalement, ça va s'apparenter beaucoup plus à une fraude au président qu'à du phishing. Donc généralement, c'est soit via la compromission d'un email ou bien même via du typo squatting, c'est-à-dire la création d'un mail qui est vraiment extrêmement proche, ou la création de domaine qui va être extrêmement proche de celle de l'organisme en soi. Donc pour répondre à Fab par rapport au risque d'utiliser des serveurs SMTP Gmail, en fait Fab, j'ai pas forcément utilisé dans mon cas donc cette partie-là, donc j'ai pas utilisé de serveur globalement Gmail avec Gophi, j'utilise toujours des domaines dédiés. Si vous utilisez donc un serveur Gmail, donc pour moi par rapport aux anciennes approches, c'était surtout un problème qui était lié donc à la partie spam. Donc c'est-à-dire que tous mes mails passaient donc au niveau des spams. Donc voilà. Donc pourquoi on ne voit pas, donc encore une fois merci pour la question, de baisse significative, donc tout simplement des attaques de type phishing, parce que tout simplement, même s'il existe plusieurs types de technologies, que ce soit du machine learning, du deep learning, d'autres mesures de sécurité un petit peu plus avancées, en fait tout simplement ça ne va pas forcément être efficace, puisque ça reste extrêmement difficile de pouvoir différencier un mail légitime d'un mail illégitime, surtout qu'aujourd'hui on a de plus en plus de techniques qui sont assez comment dire, qui vont pouvoir être assez sophistiquées et de plus en plus. Donc pour la question URL de la campagne correspond à quoi? Donc en fait ça correspond juste à l'URL qui va donc tout simplement représenter la redirection qui va être effectuée ou là où est hébergé votre serveur GoFish. Donc ça peut être votre domaine, ça peut être votre adresse IP donc de votre serveur et ainsi de suite. Donc ça dépend vraiment du contexte. Donc par rapport à l'autre question, donc donc je vais descendre un petit peu plus en bas. Donc pour reproduire donc tout ça, bien sûr, vous pouvez utiliser un serveur en cloud, un serveur VPS, vous pouvez utiliser un serveur virtualisé. Donc on peut vraiment utiliser tout et n'importe quoi. Même localement, vous pouvez créer votre propre serveur SMTP et le faire en interne. Donc ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez effectuer. Donc vous pouvez créer n'importe quel serveur n'importe où et même en local, ça passe sans problème. Donc pour encore une fois la question, donc à combien d'utilisateurs on peut en envoyer? Donc on peut envoyer en une seule vague. Donc personnellement le maximum que j'ai pu envoyer c'est à 400-500 utilisateurs si je me rappelle bien. Mais vous pouvez toujours vérifier la documentation officielle pour reconnaître les limites. Mais généralement je ne vois pas où il y aura de problème par rapport à ça. Donc par rapport à l'installation de GoFish sur un CentOS, donc oui effectivement vous pouvez le faire sans problème. Donc ça dépend, donc pour ceux qui viennent de tester sur leur propre domaine, donc ça dépend en fait si votre domaine est répertorié comme étant un domaine malicieux ou pas. Vous pouvez vérifier donc directement au niveau des réputations de domaine ou bien sûr même comment ça s'appelle déjà, TreatMiner qui va vous représenter ou qui va vous donner ce type d'informations. Pour les compas, les modules de sensibilisation intégrés, en fait, il n'y a pas vraiment l'intérêt pour ce type d'outil, puisqu'on peut faire un truc ou une approche vraiment très sympa, c'est-à-dire avoir une petite page HTML avec les différentes informations ou les directives à suivre. Donc c'est un petit peu l'objectif de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc oui, pour la rediffusion, on peut l'effectuer aussi sans problème. Toujours avec Fab, quelle est la recommandation pour lier une adresse IP publique et ainsi de suite, transistant par des proxys. Donc moi personnellement j'utilise généralement du ngrok pour me débarrasser de ce problème ou d'autres outils de TuneLin. Donc ça marche aussi sans souci. Donc la rediffusion, oui effectivement, pas de problème. Donc vous pouvez avoir un serveur SMTP pour ceux qui demandent cette partie-là. Oui, vous pouvez avoir bien sûr, vous pouvez utiliser un serveur SMTP local, vous pouvez l'utiliser ou l'installer soit sur une machine Windows Server, soit sur du Linux, c'est comme vous le souhaitez. Pour Fab, oui, effectivement, on aura un outil, on aura donc un séminaire donc spécifique, ou un webinaire spécifique au bypass MFA par la suite. Et pour finir, donc, on peut bien sûr chiffrer les différentes informations avant de les envoyer
on peut en fait faire ce que l'on souhaite puisqu'on a une API REST qu'on va pouvoir donc tout simplement exploiter donc comme on le souhaite. Donc du coup, j'espère que ce webinaire a été à votre goût. N'hésitez pas à nous en faire part. Donc, et bien sûr, par la suite, n'hésitez pas à venir tous au niveau de mes prochains webinaires, donc qui sera sûrement présent la semaine prochaine. Donc on divulguera la date au niveau des prochains jours. Donc pour Fab, je te mets la réponse tout de suite. Ça s'appelle NG, Rock et ainsi de suite. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'en faire part donc, au niveau de mon mail, donc hamza@alform.com. Et je vous dis merci de votre confiance et au prochain webinaire ou à la formation. D'ailleurs, il y a la formation Wireshark que je suis en train de finaliser sur Alform, qui sera présente sur Alform prochainement. Et bien sûr, il y a la toute dernière analyse de malware partie 2 qui est déjà présente au niveau d'Alform toujours. Je vous dis merci mes chers amis de votre confiance et à la prochaine donc